Ok. Donc, comme Myriam l'a dit, moi je suis ingénieur de métier, c'est ça que je fais au jour le jour pour gagner ma vie. Mais il y a quelques années, je suis retourné sur les bancs de l'université pour m'intéresser donc à ce qu'on appelle Marchevet Israël, pour traduire pensée juive. C'est compliqué de définir ce que c'est Marchevet Israël. C'est au carrefour entre l'histoire, la philosophie. C'est pas si simple. C'est une discipline qui est très, très israélienne. En France, il n'y a pas vraiment de chaire de pensée juive ou quelque chose comme ça, bien qu'il y ait largement de quoi fouiller. Et donc, après le master, j'ai commencé à m'intéresser à faire un doctorat sur l'école de Paris. Et c'est un petit peu de ça que je veux parler. J'ai dit un gros mot là, doctorat. On est l'après-midi, entre amis, tout ça. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des détails. Mais j'avais envie de parler un petit peu de l'école de Paris. Pour une raison qui est qui commence un petit peu autobiographique en fait. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Moi j'ai grandi à Paris dans ce qui était considéré, je pense, comme la voie royale de l'éducation juive. Ça veut dire que j'étais à l'école Lucien de Hirsch et puis à Yavne. Okay, à l'école Lucien de Hirsch, la directrice était Madame Picard à l'époque, Zichron Livracha. Le directeur à Yavne c'était Monsieur Picard, Zichron Livracha. Monsieur Picard qui était un des très très proches élèves de Neher, oui, un des mousquetaires. Chez André Neher, il avait 4 disciples qui étaient des très bons amis, qui sont ensuite entièrement consacrés à l'éducation, qui s'appelaient entre eux les mousquetaires, parce que, voilà, par référence, dont M. Picard faisait partie. Théo Dreyfus aussi, et puis Beno Gross. Qui ont tous été directeurs d'école. C'est absolument pas par hasard. Ça veut dire c'est vraiment le message de Neher, de reconstruire tout ça via l'éducation, via la jeunesse, etc. On va peut-être toucher un petit peu à ça après, on verra. Toujours est-il que donc moi j'ai grandi là-dedans. J'ai entendu parler de Neher une seule fois dans toutes mes études. C'était après sa mort, il y a eu un film qui a été fait et sa femme est venue nous le présenter à l'école. J'ai demandé à mes copains de l'époque, personne ne s'en souvient. On n'a pas lu un texte, on n'a pas... rien. J'ai découvert Manitou pour la première fois, j'avais passé le bac depuis longtemps. Pourtant il était vivant, je l'ai entendu moi-même en cours. On ne nous en a jamais parlé. On savait qu'il y avait un philosophe important qui s'appelait Emmanuel Levinas, pas lu une ligne. Et en m'intéressant à ça à l'âge adulte, au début un peu en dilettante, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très important là. Et puis je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à fouiller encore plus, et j'ai ressenti une espèce de frustration à la limite de la colère. Mais pourquoi on ne nous a pas dit ça? On avait des questions tellement importantes quand on a 15, 16, 17 ans et qu'on est un jeune juif à Paris et qu'on ne sait pas c'est quoi être français, être juif et tout ça. Et les réponses, elles étaient des fois bonnes, des fois moins bonnes. Il n'y avait pas le temps parce qu'il fallait avoir le bac, etc. Et on avait des penseurs qui auraient pu nous donner absolument tout ce qu'on cherchait, qui l'ont fait en fait à une certaine époque. Et quelque part, c'est passé à l'as à ma génération, à moi. Donc c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur un petit peu de faire revivre l'école de Paris. Et puis plus je la fouille, en fait, dans mes études, et plus j'ai une façon de l'appréhender qui est un peu différente de ce qu'on voit en général. Et là, de nouveau, qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, quand j'ai dit école de Paris, il y a quelqu'un qui a pensé à la peinture. Oui. Aujourd'hui, en Israël, où on essaye de traduire un petit peu toutes ces choses-là, on va trouver des fois l'expression Escola Parisaïque, les Marchevet Israël, des choses comme ça. Pas du tout. L'école de Paris, c'est fait exprès. C'est un mot qui a été choisi pour faire référence à l'école de peinture. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, pour comprendre que il y a quelque chose derrière, il y a un background, un arrière-plan de tout ça. Et aussi qu'il y a une conscience que c'est une école. L'expression école de Paris, elle se trouve chez Lévinas notamment. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que nous, ensuite, quand on fait de la recherche, on a décidé d'adopter parce que c'est pratique. Mais lui, il emploie ça, c'est dans l'introduction des 4 lectures talmudiques. Ça encore, c'est une de mes saintes colères. Ça a été traduit en Israël assez tard, les lectures talmudiques, sans l'introduction.
Alors, si vous avez déjà lu ça, et si vous voulez les relire, ne sautez pas l'introduction, c'est très 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 important. Lévinas, il explique qu'est-ce qu'il veut faire par là, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces lectures talmudiques et qu'est-ce qu'on ne peut pas y trouver. Il y a eu beaucoup de contresciences qui ont été faites en Israël autour de l'absence de traduction. Toujours est-il que il dit notre plus grand souci, malgré tout ce qui peut paraître nouveau dans le mode de lecture que nous avons adopté, oui, j'ai une façon, moi, Lévinas, de lire la Gemara qui n'est pas celle de tout le monde, notre plus grand souci consiste à séparer la grandeur spirituelle et intellectuelle du Talmud des maladresses de notre interprétation. Moi, je suis qui je suis avec mon interprétation, il ne faut pas perdre de vue que la Gemara, ça pense en grand. Et puis il a une remarque entre parenthèses. Il dit, cette lecture que nous avons adoptée, il parle de lui-même, c'est un nom de majesté, il dit entre parenthèses, cette lecture qui, malgré un style propre, nous est commun avec tout un mouvement qui s'était dessiné dans le judaïsme français, et que nous appelons parfois, en nous amusant, École de Paris. Okay, l'expression est là, il l'emploie 2-3 fois, pour dire qu'il y a le sentiment que c'est pas juste des gens les uns à côté des autres qui ont à peu près le même domaine d'intérêt. C'est des gens qui forment une école. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Pourquoi on appelle ça une école et en quoi c'est une école? Après tout, si je lis les textes de Lévinas d'un côté et puis de Manitou de l'autre, ils ont des façons de penser qui sont quand même différentes. Ils ont des références qui sont différentes. C'est des références juives, sans aucun doute, que dans les lectures talmudiques et chez Manitou. Mais quand même, c'est pas la même façon de les appréhender. On sait que Manitou, il a essayé de porter la voix du Zohar et de la Kabbalah. Lévinas, il a une espèce de réticence par rapport à ça. Alors, en quoi tout ça, c'est une école? La vérité, c'est que j'avais appelé au départ cette conférence l'école de Paris, le judaïsme au bord de Seine, je crois. Comme ça, pour rester un peu dans le flou. Parce que ça m'intéressait de voir si je vous avais dit, quand je dis l'école de Paris, à qui vous pensez? Quel nom vous auriez dit en premier, quoi? Lévinas, évidemment. Néer, évidemment. Alors, je vais y revenir ça dans un instant, mais c'est vrai, mais ça reste l'école de Paris quand même. Donc Néer. L'école d'Orsay. Donc Orsay, c'est Manitou. Et bien en gros. C'est pas que Manitou. Alors, pendant très très longtemps, c'est la figure qui domine. Il a une lecture, et c'est pas par hasard. Il faut relire Manitou. Il a une pensée qui est vraiment d'une ampleur que tout le monde ne peut pas avoir. Ni moi non plus, hein, je dis pas ça pour réduire les autres, je regarde ça d'en bas, quoi, et vraiment, ce qui il a une ampleur incroyable. C'est que la nouvelle génération en Israël, les Israéliens découvrent Manitou. C'est récent, oui, c'est récent. Sur l'école de Paris, sur Manitou évidemment, et un petit peu sur Lévinas aussi, on peut lire le passouk de Vayera, Acharei Belotia et Teliedna. On a eu notre belle époque en français, et à l'époque, Lévinas est venu enseigner un semestre à l'université hébraïque. Personne ne comprenait rien, il y avait grève des étudiants, il l'a raté complètement. Okay. Néer a essayé de rentrer à l'université en Israël, on ne comprenait pas ce qu'il voulait. Le type de travail qu'il faisait était trop différent, novateur, etc. Donc il n'a pas réussi à trouver une place comme il voulait. Ça a été une grande douleur pour lui. Donc, sur le coup, alors qu'ils sont là, vivants, à parler, etc., en Israël, on n'y connaît rien. Je dirais même plus, moi, mon master, je l'ai fait à l'université à Jérusalem. On continue à regarder ça un petit peu de haut. Alors que on n'y comprend pas grand-chose, hein, je vous le dis tout de suite. Mais oui, Lévinas, la machin, nanana. Oui, enfin, où est Lévinas et où vous êtes vous? Excusez-moi, hein, je ne le dis pas, mais je le pense très fort. C'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose là-dedans dans l'ensemble, c'est pas faux. Toujours est-il que mon doctorat aujourd'hui je le fais à Bar-Ilan pour ça, entre autres pour ça, parce qu'à Bar-Ilan il y a des gens qui ont saisi l'importance de ça, qui pensent qu'il faut le pousser en avant, etc. Donc peut-être que ce sera une bonne nouvelle, on verra. Toujours est-il que... Lévinas était un homme très humble, très modeste. J'ai été le voir dans sa maison à Paris. Quand je faisais un doctorat, j'avais besoin d'aide. Et c'est incroyable, donc incroyable. Une petite maison, un petit appartement, pas de problème. Il était d'ailleurs le directeur de l'ENIO. De l'ENIO, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que les gens qui ont côté NR, par exemple, disent qu'il était d'une accessibilité, d'une simplicité qui était vraiment extraordinaire.
Donc ça se rejoint. Et moi, j'ai eu encore la chance d'avoir les dernières apparitions de Manitou. Et aussi, il était d'une facilité d'accès, d'une ouverture. Enfin, c'était vraiment c'était un plaisir. Je pense que les gens qui n'ont pas eu cette chance-là, et y compris moi, parce que la plupart j'étais trop jeune pour les avoir connus, c'est un ratage, c'est quelque chose de perdu. Bon. C'était l'école Ariel. Non, Ariel, je crois. Non, l'ENIO. Non. L'ENIO. L'école de l'Alliance. Ouais. L'école de l'Alliance universitaire. C'était très important pour lui. C'était un grand philosophe qui était connu dans les milieux universitaires, mais il disait toujours je peux pas, je dois m'occuper de mon école. Quoi. Il y a quelqu'un à l'université de Manchester, qui a un prof, un juif, qui enseigne Lévinas. Alors, ce qui se passe, c'est de nouveau Harry Blottier et Elie Edna. Ces dernières années, il y a eu, par exemple, en hébreu, Lévinas a été traduit à partir des années 2000. Il était mort déjà. Pourquoi on ne l'a pas traduit avant? C'est venu sur le tard. Alors, toujours est-il que... Oui, mais il va y avoir. Moi, je pense que on peut allumer. On peut allumer. On peut allumer. Ou bien vous verrez les quelques transferts que j'ai, ou bien pas. C'est pas très très grave. Oui, ça endort sinon. Hein, en plus, pour peu que le conférencier soit pas assez passionnant, alors c'est fini. Quoi. On dort direct. Remarquez, c'est une bonne sgoula aussi de dormir l'après-midi. Bon, toujours est-il que voilà, les noms qui sont sortis comme ça quand on dit c'est qui l'école de Paris, ils sont 3. C'est pas par hasard. On pense à Neher, on pense à Lévinas et on pense à Manitou. Et on y pense, ça a été un petit peu construit comme ça. D'abord, ils avaient une présence qui est indéniable. Hein. C'est certainement pas pour dire qu'ils ne sont pas à leur place. Mais on y pense aussi parce que ça a été construit comme une espèce de triangle parfait dans lequel on associe Neher à la Bible, puisqu'il avait les lectures bibliques au colloque des intellectuels juifs, Lévinas à la Gemara, au Talmud, et Manitou à la Kabbalah et au Zohar. Et voilà, on a la représentation parfaite des différents métiers du judaïsme, on va dire, ou différentes sections du judaïsme. Et en fait, cette réduction, elle fait du tort aux autres, un petit peu. Elle fait du tort aux autres, et elle fait du tort aussi à tout le mouvement qu'on appelle l'école de Paris, en fait. L'école de Paris, ça va un tout petit peu plus loin que ça, et c'est pour ça que je veux l'amener dans son contexte. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va ouvrir la... Ouais, évidemment, c'est toujours comme ça. Voilà. Je ne l'ai pas en full, je ne sais pas, mais... Bon, on va laisser comme ça, peu importe. Donc sur la photo là, c'est pas exactement la façon dont on le voit d'habitude, mais il se trouve que c'est un bon ami qui avait cette photo là chez lui, donc il m'a permis de la publier. Vous avez reconnu André Neher au milieu à côté de Manitou. À la droite pour nous, c'est-à-dire à la gauche, la photo de c'est Léane Amado Olivier Valenci. Ouais. On va dire un mot. Je pense qu'elle a une importance qui est capitale dans ce qu'est l'école de Paris, et à tel point que j'ai essayé de ne pas truffer mes propos de citation dans tous les sens, parce que sinon on rentre dans des textes qui sont compliqués, ça devient long, ça devient ardu. Elle, j'ai décidé de l'amener un petit peu pour faire goûter un peu l'esprit de tout ça, et je pense qu'elle sert de liant un petit peu à tout le monde aussi. Elle est... D'abord, il faut savoir qu'il y a un phénomène qui est observé ces dernières années dans la philosophie, la recherche universitaire, etc. Les femmes citent beaucoup plus leurs sources. Pourquoi? Il y a différentes explications, mais on constate qu'une femme philosophe, elle va dire « alors moi je pense ça, mais en référence à ça, à ça, à ça, à ça ». Et les hommes, eh ben, ils y vont comme ça, hop, ils ont les mêmes références, mais allez comprendre pourquoi on a l'impression que c'est tout sorti de leur tête, alors que ils ont aussi des références. J'ai découvert ça parce que j'avais écouté une conférence sur Simone de Beauvoir, et en fait Simone de Beauvoir, elle est toujours un peu dans l'ombre de Sartre, et la femme qui faisait sa recherche sur elle disait c'est une grande philosophe, Seulement elle passe son temps à expliquer comment elle a construit sa pensée, parce qu'il y a des gens avant, au meilleur d'avoir Benjamin Monroe, oui, et puis les hommes, non.
Donc c'est pour ça qu'elle passe un petit peu pour quelqu'un qui cite les autres, etc. Machin. Et on retrouve ça un petit peu chez Eliane Amado. Il y a un certain nombre de parallèles intéressants entre Simone de Beauvoir et Eliane Amado. Elle fait le lien entre tous les gens à 2 titres. D'abord, dans ses livres, quand on la lit, on va voir qu'elle développe une idée. C'est son idée, il n'y a aucun doute que ce sont des idées originales. Mais elle va dire, et pour illustrer cette idée, ou en résonance, voilà Manitou, voilà Lévinas. Ils sont tous un petit peu présents dans ces livres. On ne peut pas ignorer leur présence dans ces livres, alors que chez eux, elle fait une apparition très, très floue. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle était je ne sais pas si ça s'appelle secrétaire, elle était la personne qui faisait le lien en fait, entre les différents participants au colloque pendant de très nombreuses années. Et à part ça, elle a ses propres conférences à elle, elles sont exceptionnelles, quoi. Sur cette photo-là, celui qui est avec eux, c'est le Rav Albert Hazan, Avraham Prazan. Les Strasbourgeois, vous auriez dû reconnaître. Il était aumônier de la police et des prisons quand il est pris son alia. Il a moins publié, le Rav Prazan. Il était occupé par l'action au sein de la police, etc. Les textes qui existent, ils rappellent aussi beaucoup un peu de cet esprit-là. Et pour le coup, il y a des choses qui ont été publiées en hébreu. Il y a aussi un apport qui pourrait être intéressant. Alors, comment on est arrivé donc au besoin de faire cette école de Paris, ou à quel problème elle venait répondre? Je vais recommencer assez tôt avant. Vous savez, je ne sais pas ce dont vous vous souvenez de vos études à l'école. On nous bourre de renseignements, et puis on s'en souvient de 2-3 comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres qu'on oublie alors qu'ils sont tellement importants. Il y a un truc qui m'est revenu comme ça à propos de mes cours d'histoire. La prof d'histoire, elle disait, un événement, il a une structure et une conjoncture. En français accessible à tout le monde, la conjoncture, c'est un catalyseur, un événement qui met le feu aux poudres. La Révolution française, elle commence parce qu'à ce moment-là, ils ont faim, il y a la crise du blé, donc il n'y a pas de pain, et puis le peuple est en colère, et hop, révolution. D'un autre côté, s'il n'y avait eu que ça, il n'y aurait pas eu de révolution. Il y a une structure, c'est-à-dire toute une situation qui s'est mise en place avec les années, le régime autoritaire, les classes sociales, etc. Vous avez compris l'idée. Eh bien, l'école de Paris, on peut l'analyser comme ça aussi. La structure et la conjoncture. La structure, c'est quoi? C'est la situation des Juifs en France. Les Juifs de France, vous savez, ils ont été les premiers Juifs émancipés en Europe, de l'Est, de l'Ouest. C'est la première émancipation des Juifs. Et pour les Juifs, ça a une dimension qui est, je ne veux pas dire messianique, mais quand même, ça a une signification qui est quasiment théologique, quoi. Tout d'un coup, il y a une société qui admet, au moins en déclaration, sa déclaration, que ils ont des droits égaux à tous. Et ça, c'était une espèce de rêve comme ça. Maintenant, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer, c'est pas gratuit. Vous connaissez peut-être la déclaration de Clermont-Tonnerre, celui qui a pensé l'émancipation, hein, donner tout aux Juifs comme citoyens et leur refuser tout en tant que peuple. Et donc ce jour-là, les Juifs étaient très contents de cet accord, hein, grosso modo. On généralise évidemment, mais le judaïsme, ça devient une religion. On la pratique dans nos synagogues. Et puis en dehors, on est des bons Français et on est content de l'être. On est content, ça nous donne une nationalité, on sert la France avec plaisir. Ça fait de la France et des Juifs de France une particularité vers qui tout le monde va tourner les yeux, en fait. Tout le monde. Et il y a un tournant pour ça qui est très important, qui renforce cette tendance, c'est l'affaire Dreyfus, paradoxalement. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont fait leur école en Israël, vous savez qu'en Israël, on renseigne l'affaire Dreyfus sous le nom Mishpat Dreyfus. Mishpat Dreyfus, c'est-à-dire le procès Dreyfus. Maintenant, le nom qu'on donne aux choses, il a un sens lui-même. Quand on dit le procès Dreyfus, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire cet événement dans lequel il y avait un petit journaliste viennois qui regardait ce qui se passait, qui a entendu crier mort aux Juifs, qui est rentré chez lui vite pour écrire Judenstaat, Herzl, le sionisme.
Et c'est pour ça qu'on enseigne ça comme ça dans les écoles israéliennes. Et c'est une vérité, c'est pas du tout un mensonge, c'est ce qui s'est passé. Mais allez comprendre pourquoi les Juifs de France, et la plupart des Juifs dans le monde en fait, n'ont pas du tout vu ça comme ça. Pas du tout. Sinon, si ça avait été le cas, tous les Juifs se seraient rattachés à l'idée sioniste. Or, jusqu'à très tard, jusqu'aux années 30 et même 40, l'idée sioniste, elle n'a pas tant que ça d'adhérents. Elle en a, mais le Bund a autant d'adhérents que l'Union sioniste, et même plus, en vérité. Il y a tout un tas de gens qui ne sont pas affiliés ni à ça, qui veulent leur judaïsme français dans leur synagogue. Donc, c'est que les gens n'ont pas compris ça comme ça. Et ils n'ont pas compris ça comme ça, pourquoi? Je reviens à mon idée de nommer les choses. On a dit en hébreu, ça s'appelle Mishpat Dreyfus. On a vu de notre fenêtre à nous de français, ou d'anciens français, on aurait dû appeler ça Parashat Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Parce que l'affaire, elle ne fait que commencer au procès. En fait, l'affaire, c'est une affaire qui dure, on va dire 10 ans, en fait beaucoup plus, au bout de laquelle Dreyfus est réhabilité. Et les Juifs, c'est ça qu'ils ont vu. Qu'un endroit où pourtant on voyait les relents de l'antisémitisme, où on le dégrade en criant mort aux Juifs, où il y a encore des choses à faire, la justice française, grâce à Zola, grâce à plein de gens qui sont interposés, grâce aux Juifs eux-mêmes, a fini par se ressaisir et être capable de condamner un officier au gradé d'une bonne famille française, etc., et de réhabiliter un Juif. Donc la France, c'est vraiment le pays qui est là pour les Juifs. C'est comme ça que les gens lisaient ça. Et pas seulement les Juifs de France, mais les Juifs d'Europe de l'Est entière ont vu ça comme ça. Il y avait très peu d'émigration vers l'Allemagne depuis la Russie et la Pologne. Il y avait un peu les gens qui allaient à Berlin pour étudier, ça oui, parce qu'il y avait l'université à Berlin, c'était autre chose. Mais les gens qui allaient simplement s'installer comme ça, ils allaient en France, pas en Allemagne. Je peux deviner que c'est le cas des Pachtovez, par exemple. Je peux deviner, tu vois, que c'est ça qui les amène en France. Si j'en sais rien pour les Pachtovez, c'est très probable pour les Nandos. Voilà. Non, parce que chez mes grands-parents, ils sont venus en Palestine de Pologne, côté maternel. C'est vrai. Mais sinon, oui. Alors moi, du côté maternel, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Mon grand-père, il avait été en Pologne dans les écoles socialisantes et tout ça, machin. La France, le pays qui a émancipé ses Juifs, dans lequel on est égaux. Heureux comme un Juif en France, c'est exactement ça. Pendant ce temps-là, il y a quand même un problème latent dans l'identité juive. Il est latent parce qu'on a réduit en fait le judaïsme à une religion. Or le judaïsme est aussi ça. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une religion. J'ai une kippa, je fais Shabbat. Donc, mais d'un autre côté, ce n'est pas qu'une religion. À côté de moi, il y a des gens qui n'ont pas de kippa, qui ne font pas Shabbat, et je les considère quand même comme juifs. Donc manifestement, on ne peut pas réduire ça à une religion. Or les gens, quelque part, ils ont accepté ce deal. Quelque part. Il n'y a pas de nation juive, il y a une religion, à côté de la religion catholique. On disait israélite. Ouais. On disait israélite pour une autre raison. On disait israélite parce que juif, c'était quand même péjoratif. Juif, dans le dictionnaire, c'est quand même celui qui est prêteur sur gage et qui est rabbin, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le mot israélite. Il a fallu nettoyer aussi la connotation négative du mot juif. Ça, c'est encore une histoire en tant que telle. Donc, la situation des Juifs en France jusqu'à 1939. Il y a un effet de ça qu'on peut voir très bien sur le nombre de conversions. Vous savez que les Juifs allemands, c'était l'hémorragie. Ils se convertissaient au catholicisme protestant, qui était la religion dominante en Allemagne, en masse. Si la réforme est née en Allemagne, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on essayait d'arrêter l'hémorragie. Les gens voulaient faire partie de la société, ils n'étaient pas complètement émancipés, et la façon de rentrer dans la société, c'était de devenir protestant, excusez-moi, chrétien. En France, il n'y a pas aucune conversion, mais il y en a peu. Il n'y a pas besoin. On se sent chez nous. Et donc, ça fait que le point d'arrêt de tout ça, okay, la conjoncture de la création de l'école de Paris, c'est la guerre. Je me suis moi-même répondu à cette question, la Shoah. Mais c'est pas exact, en fait. C'est pas exact. La Shoah, c'est un problème d'une telle... je veux dire, la Shoah, en tant que tentative de destruction de l'ensemble du peuple juif, c'est un problème d'une telle ampleur, qui pose tellement de questions, qui est tellement complexe, qu'elle est présente, évidemment, la Shoah, dans les questions que se pose l'école de Paris. Elle est traitée. Voilà, le jour où j'ai découvert Neher, moi, c'était par le rabbin Sirat.
il faisait une conférence, j'étais sorti de l'école, je cherchais des réponses comme tout le monde, on est là, et la Shoah, et Dieu, et les Juifs, et la France, et ce que sais-je. Et j'avais entendu une conférence du rabbin Sirat sur la théodicée, sur je sais plus, un sujet qui avait un rapport. Et je suis allé le voir à la fin, j'étais resté sur ma faim, mais alors quoi, c'est quoi la réponse? Il m'a dit, tu penses bien que je ne vais pas te donner une réponse à une question aussi complexe en 2 phrases. Va lire Néer, l'exil de la parole. Voilà, on peut dire que mon chemin a commencé quelque part là-bas. Un grand livre. Au début, j'ai rien compris. Il faut s'accrocher, mais ça en vaut le coup. Donc toujours est-il que la Shoah, c'est un sujet en tant que tel qui va être traité, etc. Mais le temps qu'on comprenne l'ampleur de la Shoah, il y a quelque chose qui s'est passé. La guerre a révélé aux Juifs, ou à une grande partie des Juifs, qu'ils étaient, j'appelle ça, enchaînés à leur identité. C'est-à-dire que les Juifs laissaient petit à petit filer un petit peu cette dimension juive de leur identité. Il y a des exemples très frappants. Si vous pensez à l'historien Marc Bloch, il a un nom juif, on ne peut pas ignorer qu'il est juif, mais il se sentait tellement plus français qu'il meurt pendant la guerre, dans la résistance. En tant que Français, il écrit en tant que Français, il ne voit pas le rapport avec le fait qu'il est juif, etc. Donc il y a cet élément-là. Mais les gens commencent à comprendre que, en fait, l'identité juive, on ne peut pas en échapper, on y est enchaîné. Quelqu'un pour qui le basculement a failli se faire et qui s'est arrêté la dernière seconde, c'est Bergson. Vous savez que Bergson, il était très très attiré par le christianisme, comme démarche philosophique. Il pensait qu'il y avait quelque chose de très puissant là-dedans, et il a pensé se convertir. Henri Bergson, le philosophe, il était au bord de se convertir. Vraiment, il a pensé à la fin de sa vie. Et il ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que les Allemands ne l'ont pas prié et qu'il a accepté sa judéité. Parce qu'à ce moment-là, il a dit, je ne peux pas quitter. Les Allemands lui ont fait grâce. Il disait quand même, c'est Bergson, on ne va pas le toucher. Et il a dit, dans un tel moment, je ne peux pas lâcher en fait mes frères juifs. Ouais, il était plus qu'honnête. C'est une forme de courage parce qu'il ne voyait plus trop en fait, ce qu'il allait faire comme juif. Il a fait des analyses, le christianisme avait remplacé le judaïsme, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose un déclic qui se fait. Il ne va pas faire partie de l'école de Paris, c'est trop tard, et il n'aurait pas pu, il était trop engagé dans d'autres choses. Jankélévitch aussi, dans le même genre de situation. Alors j'arrive à Jankélévitch tout de suite, tout à fait. Il y a quelque chose là-dedans, mais justement, c'est très intéressant le passage de Bergson à Jankélévitch. C'est le premier de ceux dont je voudrais parler. Je vais parler de très peu de gens, mais Jankélévitch, j'ai besoin d'en parler. Parce que si je vous avais dit, vous avez jusqu'à ce soir pour me sortir les noms des membres de l'école de Paris, vous m'en aurez sorti encore un, et encore deux, et vous aurez pensé à quelqu'un, vous auriez jamais dit Jankélévitch. J'ai aucun doute là-dessus. Quand j'ai commencé ma recherche, moi non plus je ne le disais pas. Mais je pense qu'il est un révélateur très intéressant de l'esprit et des problématiques. Il arrive à l'école de Paris ignorant totalement du cœur des sources juives, mais il le sait. Et il dit qu'il vient pour apprendre. Lui, il dit qu'il vient pour apprendre, ce que Bergson n'a pas eu le temps ou l'envie de faire. Et il vient, très souvent, il va être celui qui soulève les questions, en fait. Comme c'est un grand philosophe, Jankélévitch, il a eu une très grande reconnaissance en France. On a commencé à partir du moment où il y a eu des télévisions que tout le monde regardait, où on pouvait entendre parler des gens, on l'interviewait à la télé, il était très populaire. Il a une puissance d'esprit qui fait qu'il pose des questions très profondes. Et donc, il est un petit peu celui qui soulève le débat, en quelque sorte. Il a chargé plus d'une fois dans les colloques de présenter le sujet, et je reviens à Jankélévitch dans un instant. Avant d'aller plus loin avec lui, ce que j'essaie de montrer, donc, c'est qu'il y a une prise de conscience. Qu'on a une identité, ça s'appelle l'identité juive. C'est bien plus complexe que la définir en une phrase comme ça d'une religion, ou même si je dis une culture, mais qu'est-ce qui reste? Et puis il y a quand même la religion, et puis qu'est-ce qu'il en est de la nationalité, et puis c'est assez complexe. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant avec l'école de Paris, c'est que les persécutions en fait, de Vichy et des Allemands sont un révélateur, mais en fait il y a une prise de conscience profonde que c'est jamais qu'un révélateur.
On n'est pas prisonnier parce que les lois de Vichy nous obligent et parce que les lois de Nuremberg ou je ne sais pas qui ont édicté. C'est bien plus profond, c'est existentiel, c'est ce qu'on est profondément. À partir du moment où on est juif, on n'en sort pas si facilement, ni dans sa tête, ni dans sa culture, ni dans ce que ça veut dire. Et donc tous les mouvements de l'école de Paris, c'est comment on donne un sens positif à ça, parce qu'on peut le vivre comme une souffrance. Vous voyez, si on est enchaîné à son identité, on ne sait pas quoi en faire et qu'on se la traîne comme un boulet, tout ça c'est qu'une souffrance inutile. Et donc s'il y a une école de Paris, il y a une école de Paris, c'est pour redonner du sens à une identité dont on ne peut pas s'échapper. Donc c'est là que j'arrive à Jankélévitch, et je vais parler aussi dans ce contexte-là de Manitou. Une précision, je ne vais pas du tout rentrer dans quasiment pas, je pense, rentrer dans les détails biographiques des différents personnages. Vous pouvez les trouver assez facilement, ça c'est accessible. Ce qui m'intéresse, encore une fois, là, vu que je veux pas, je prends déjà beaucoup de temps, on va essayer de ne pas déborder trop, c'est le mouvement de pensée général. Jankélévitch, donc, vous l'avez fait remarquer, c'est celui de Bergson, il est le grand commentateur de Bergson en France. Dans les années 30, il sait qu'il est juif, mais bon, ça ne l'intéresse pas spécialement. Voilà, c'est la France, il n'a pas besoin de se convertir ou quoi que ce soit, mais bon. Et puis il se retrouve dans la résistance dans les années 40, il se retrouve dans la résistance, il comprend qu'il est juif et que ça a une signification profonde. Et il va être on pense à l'école de Paris de façon assez juste, comme venant s'exprimer au colloque des intellectuels juifs de langue française. C'est l'endroit par excellence où toutes ces tendances-là se rencontrent. Pas seulement coexistent, mais discutent les unes avec les autres. Celui qui a eu l'idée des colloques, vous savez, le premier qui les a pensés, c'était Edmond Flegg. Encore un dont j'allais manger des sandwichs étudiant au centre Edmond Flegg. C'était quoi Edmond Flegg? C'était un centre. Pour moi. Il a fallu beaucoup d'années pour que je commence à me dire non, il y a quelque chose à lire là. Et il faut lire Edmond Flegg, c'est tellement émouvant en termes d'être en avance sur son temps. D'être en avance sur son temps. Ce que les autres comprennent ensuite et commencent à réfléchir, etc., lui il a compris avant tout le monde, et il exprime avant tout le monde, dans un français de juif qui est exceptionnel, enfin, c'est quelque chose de particulier. Et Flegg, il pense ce colloque en se disant, c'est moi qui vais inviter les gens personnellement, je vais envoyer les invitations écrites de ma main, il n'y aura pas de rabbin, c'est très important pour lui. Maintenant, on lit ses textes, il est profondément religieux, Flegg, hein. C'est pas du tout de l'anti-religion ou quoi, mais manifestement, il pense que faire venir l'institution rabbinique de France, ça va geler un peu les choses. Avec des discours un peu comme on fait en chair dans les grandes synagogues de Paris, etc. Et c'est pas ça qu'il nous faut, c'est des groupes de réflexion. Donc on n'invite pas de rabbin, Manitou sera pour la première fois, c'est un des rares rabbins qui parle là-dedans, et il sera pour la première fois au colloque au 4e seulement, pas au 1er, ni au 2e, ni au 3e. Et puis dans son immeuble, à Flegg, il a un voisin qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Il se dit ça c'est une bonne recrue. Voilà quelqu'un qui est très intelligent, qui manifestement est en recherche de judaïsme, et qui d'un côté, ne sait pas dire grand-chose dessus. Donc il faut l'inviter. Et il le dit de venir, et Jankélévitch fait une conférence. J'étais remué, moi, à dire ça, franchement. Ça s'appelle le judaïsme, problème intérieur. Et il essaye comme ça de dire le judaïsme en termes... Allez, on va le lire, comme ça vous allez comprendre de quoi je parlais. C'est une longue conférence, je ne vais pas du tout vous lire, mais il a des expressions comme la suivante. Voilà un philosophe rationaliste, et à la grande école française, etc., qui lui dit la chose suivante. Le judaïsme est une idée, un au-delà surnaturel. Surnaturel. Mais on fait de la philosophie, là. C'est quoi cette expression? Une exigence déraisonnable, et qui concerne tout l'être. Dans ces conditions, puis-je encore être français, au-delà du plan des devoirs quotidiens, lequel n'a pas à être mis en question? Ok, il y a le plan quotidien, oui. Je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, je suis respectueux de la loi, mais est-ce que vraiment je peux juste dire comme ça, donc je suis français et c'est tout? Je ne trouverais pas encore le calme si on m'accordait la double nationalité. Si on me permettait d'être les deux à la fois. Je ne suis pas que juif et français. Ça, c'est ce que j'étais avant la guerre, en fait. Mais je ne peux pas. L'idée de juif français, ou du français de confession israélite, tiens, on l'a dit tout à l'heure, est une idée reposante,
et j'envie la sérénité qu'elle me procure. Mais on ne peut l'admettre qu'à condition de ne pas l'approfondir. Tout d'un coup, j'ai compris. On était des juifs français, on était des français juifs, on était des confessions machin. Ça marche plus. Ça ne marche plus. On a quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous dit, je vous dis, un philosophe athée, je pense qu'il est athée, c'est difficile à dire exactement, enfin en tout cas qu'il n'a pas une croyance classique de Shomer Torah ou Mitzvot ou que sais-je. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre. Et la recherche commence à cet instant-là. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Vladimir Jankélévitch, il fait partie de l'école de Paris, au même titre que Manitou, qui est rabbin, qui a étudié à la yeshiva, qui est contre la philosophie, excusez-moi, il s'exprime en philosophe, mais pour détruire la philosophie, pour expliquer que nous, on a une tradition qui vient d'au-delà, qui vient de la prophétie, et qui est supérieure à la philosophie. Et pourtant, il se retrouve. Et chez Manitou, je trouve l'expression de ce que je vous ai dit, que l'enchaînement à l'identité, il est une partie intégrante de l'identité juive. C'est fait partie de cette identité et non pas quelque chose que les Français ou les Allemands nous ont dit « Ah, vous êtes juif là-bas, vous ne pouvez pas en sortir ». Je la trouve parce qu'il raconte un détail biographique. Quand il était enfant, il a étudié au lycée français, en même temps, en parallèle des études à la yeshiva et chez son grand-père. Et il raconte qu'il était dans une espèce de, problème avec lui-même, de cohérence, qui résume comme ça. Je me disais, schématisant, si ce goy a raison, il parle du prof qui lui enseigne au lycée, qui lui enseigne l'histoire et des religions à l'école, l'histoire des civilisations, et évidemment ce professeur avait raison, ça veut dire que mon grand-père est un primitif. Et comme je savais que mon grand-père n'en était pas un, parce que je me souvenais de ses études, de sa figure patriarcale et noble, et de la sagesse qui transparaissait de ces études-là, je me suis dit qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait que j'arrive à comprendre. Pour surmonter l'affrontement de ces deux cultures, j'ai dû beaucoup travailler pour me retrouver en équilibre entre les deux. En équilibre entre les deux, pas choisir entre les deux. Et j'ai dû interroger les sources juives au niveau de la culture occidentale européenne, de formulation française, qui est quelque chose à la fois très précis et très riche. Il n'y a pas de hasard. Si je peux exprimer en français des idées comme ça, c'est parce que le français est porteur d'une grande culture, mais le judaïsme aussi. Et maintenant, comment je fais marcher tous ces trucs-là? Il dit, j'ai dû travailler très dur. Voilà, c'est l'école de Paris en un mot. On ne veut pas du tout prétendre que la France, n'importe quoi, etc. Mais d'un côté, cette France qui a des prétentions universalistes, n'est-ce pas? On fait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à peu près elle devient la déclaration universelle, c'est nous qui avons apporté, etc. Elle laisse plus beaucoup de place pour être un juif qui a une identité juive forte. Il y a trois possibilités dans un cas comme ça. La première, c'est la fuite. De dire, vous savez quoi, le judaïsme, c'est un poids qui m'entraîne, je laisse tomber. Il y a des gens comme ça, Bergson n'en était pas si loin, Marc Bloch était comme ça donc, mais on a bien vu que la guerre a révélé que ça ne marche plus. Si vous ne le faites pas, ce travail, les gens vous obligeront à le faire. Mais si vous ne vous obligez pas à le faire, sachez qu'il est quand même à faire. Donc la fuite, ça ne marche pas. L'autre possibilité, évidemment, c'est le repli. C'est le repli. C'est de dire, il n'y a que le judaïsme qui est vrai. Nous, on a une Torah qui vient de Dieu, et donc tout ce que nous enseigne la France, machin, on s'en fout, on peut apprendre toute la culture par la Torah. Il y a un problème, c'est que cette attitude existe, on connaît des discours comme ça, il ne fonctionne pas non plus au final. Il fonctionne pas non plus. Je suis en train de me filmer avec un téléphone portable. La Torah est pour ou contre ça, mais c'est pas écrit dans la Torah comment je fais marcher mon téléphone portable. Ça veut dire qu'il faut autour autre chose. Et notre travail à nous, c'est une troisième voie en fait, qui n'est pas la fuite et qui n'est pas le repli. Et tout d'un coup, je viens de vous définir, d'une des façons possibles en tout cas, ce qu'on appelle Marchavet Israël, la pensée juive. C'est l'instant où on se dit comment je fais fonctionner les deux l'un face à l'autre. Comment ça fonctionne tout ça? Comment je trouve l'équilibre? Et c'est pour ça que l'école de Paris, c'est exactement une école de pensée dans l'esprit de Marchavet Israël. Sa force, on pourrait étudier par exemple le Rav Kook dans le cadre de Marchavet Israël, quelqu'un qui a une pensée géniale, etc. On pourrait étudier Hadam par exemple. Les faire asseoir l'un avec l'autre, c'est pas si simple.
peut-être pas si simple. Le Rav Kook voit un rôle dans la présence des gens comme Khadam qui ne sont pas religieux, mais que Khadam ne veut pas endosser. Lui, il voit son rôle comme autre. Et donc les faire dialoguer, c'est pas si simple. Et là, on se retrouve avec une école qui a cette particularité que Jankélévitch, le plus d'un côté de l'autre, le plus d'un côté possible, et de l'autre Manitou, disons, comme archétype, donc on pourrait mettre Ner au même endroit, et Lévinas et Eliane Amado quelque part au milieu, veulent travailler ensemble pour essayer de comprendre ce que c'est cette identité juive. La vérité, c'est qu'ils ont un défi qui est encore plus grand que... Allez, encore 5 minutes. Encore plus grand que la question de la guerre. Après-guerre, le grand défi, on ne va pas lire tout ça, mais je vous montre juste ce que j'avais prévu, c'est Sartre. En 1946, Sartre publie les réflexions sur la question juive, et c'est un grand défi, pourquoi ? Parce qu'il est philosémite. Le texte de Sartre est philosémite. Il s'est trompé sur pas mal de choses, mais c'est la première fois qu'on écrit un texte pour essayer de définir ce qu'est le juif, ce qu'est pas le juif, etc., machin, qui est pro-juif et pas contre. La question juive, c'était avec un sous-entendu négatif jusqu'à Sartre. Et il a certaines... je dis qu'il s'est trompé sur des choses, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il ne s'est pas trompé sur tout non plus. Et donc il y a des endroits où il fait référence. Et il y a beaucoup de non-juifs, mais même beaucoup de juifs. Alors, Béni Lévy, c'est celui qui aurait fait faire à Sartre le chemin inverse, en fait, qui l'a fait revenir sur ses thèses. Mais en attendant, en France, les non-juifs et même les juifs se réfèrent à Sartre quand ils veulent parler d'identité juive. Ce qui est très fort dans le texte de Sartre, la première partie, si vous lisez ça, vous verrez, c'est un pamphlet contre l'antisémitisme. C'est pour montrer comme l'antisémitisme, c'est absurde. Il n'y a rien de spécial dans les juifs qui justifie qu'on les déteste comme ça. Et donc on est là à applaudir, c'est super, très bien, bravo, merci. Sauf que quand il n'y a rien de spécial dans les juifs, qu'est-ce qui reste de l'identité juive ? Et là on se retrouve avec un défi auquel ils sont obligés de répondre. Parce que on est content d'un côté, on ne peut pas rejeter ça en masse, on a quelqu'un qui nous tend la main et qui dit des choses auxquelles on a envie d'adhérer, et de l'autre on comprend bien qu'on est dans une espèce d'impasse avec cette voie-là, parce qu'on retombe sur le problème de « mais c'est quoi l'identité juive ?» Et vous voyez que quelqu'un comme Jankélévitch, c'est pas laissé avoir, ça aurait été tentant. Sartre est très 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 populaire en France à cette époque-là, il est très accessible aussi, dans des conférences, tout est rempli, etc. Et Jankélévitch décide que non, que ce qu'il faut faire, c'est aller chercher l'identité en posant des questions. Et puis Manitou, et puis Lévinas, et puis il y en a encore un certain nombre d'autres, ils ont un peu moins écrit, donc ils sont un petit peu moins fouillés, pour répondre à ce défi. Et puis Eliane Amado. Je pense que le passage que je vous ai extrait là, il est représentatif de tout le mouvement de ce qu'ils veulent faire, que si jamais la société israélienne voulait adopter, on irait beaucoup mieux. Et j'ai pas perdu l'espoir que ça se produise. Peut-être, si j'écris un doctorat en hébreu et pas en français, c'est aussi peut-être pour ça, on verra. Elle dit la chose suivante. À travers l'histoire, le destin singulier d'Israël investit toute communauté juive d'une signification qui l'affronte malgré elle aux nations dans lesquelles elle s'insère. Cette signification est vécue avant d'être pensée. Okay, c'est un petit peu ce que je disais sur l'enchaînement à l'identité. On a cette identité, on ne sait pas forcément la définir. On sait qu'être juif, c'est complexe. On comprend qu'on peut être religieux ou pas religieux, qu'on peut être un tas de trucs, etc. Mais on le vit d'une façon qui est intégrale. Cette formulation, cette signification est vécue avant d'être pensée. Je la vois comme une réponse à Sartre. Vous savez, Sartre, on le résume souvent sous le titre de « L'existence précède l'essence ». On ne va pas rentrer dans ce que ça veut dire, mais c'est une espèce d'inversion de qu'est-ce qui est important dans la vie. L'existence précède l'essence. Elle dit l'existence de ma signification, je la vis avant même de la formuler. Okay, c'est une réponse à Sartre. Lui, il dit, et donc chacun choisit sa signification, et elle dit non, il y a une signification juive spécifique qui est à fouiller, qui est à travailler à chaque génération, dans chaque pays, à chaque endroit. Et elle dit, elle rencontre beaucoup de gens qui sont d'accord avec elle, pas d'accord avec elle, etc. Elle dit, et lorsque ceux-là même qui la sentent de l'extérieur, ou hésitent à l'assumer dans leur intériorité, me demandent si je crois vraiment qu'il y a une mission d'Israël. Elle est en train de demander quoi ? Elle est en train de dire, on me demande, est-ce que je crois à la révélation ? Est-ce qu'il y a une Torah qui est du ciel, etc. Si oui, alors il y a une mission d'Israël, il n'y a pas de question.
Sinon, alors non, la mission, c'est une illusion. Elle dit, ma réponse est toujours la même. À l'origine, je n'en sais rien. Vous savez quoi? Je ne me prononce pas là-dessus. Je ne me prononce pas. Mais lorsque je regarde, dit-elle, à travers le devenir, le sens de l'histoire juive, je me dis que nos pères y ont cru. Que le seul fait d'y avoir cru, quoi qu'il en soit, leur a conféré un destin exceptionnel. Il est donc désormais une mission d'Israël, quoi qu'il en ait été de la vocation des origines, quoi qu'il en soit pour chacun de nous, de nos options religieuses. Elle nous dit quoi? Elle nous dit l'identité juive est tellement forte qu'il y a moyen de la fouiller de différentes façons du moment qu'on comprend qu'elle existe. Après, il y a des gens qui ne sont pas religieux, c'est pas grave, on ne va pas chercher à vous convertir de force, à vous jeter à vos trucs, je sais pas quoi, venez vous saisir de la question et essayer d'y répondre au vu de ce que représente l'histoire juive, de ce par quoi on est passé, de ce qu'on a pu apporter au monde peut-être. Dans son cas, elle, c'est tout à fait ça, c'est de ce qu'on a pu apporter à la pensée universelle. Vous êtes religieux, vous enfermez pas dans ça ne nous intéresse pas, etc. Machin. Il y a une mission d'Israël. Cette mission, elle est aussi de parler, tourner vers l'extérieur et pas seulement entre nous. Ce mouvement-là, de tenir les deux côtés à la fois, de les faire s'asseoir à la même table et discuter, c'est Eliane Amado Lévy-Valency, c'est toute l'école de Paris qui sont là ensemble et qui veulent discuter de ça et qui ont écrit. Je vous invite à aller les relire, c'est très, très, très intéressant. Ouais.